BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coignon. L'actu Tech à pile 21h, effectivement, on est ravis de vous retrouver, nos invités, nos experts, qu'ils soient de la maison ou qu'ils jouent à l'extérieur. Damien Morin donc, est avec nous ce soir. Damien, ravi de te retrouver. Salut. Mobile Club, entrepreneur donc, faut-il le préciser. Tu avais créé en son temps un Save qui répare d'ailleurs toujours nos smartphones. Ouais, entre autres, Fred Simotel est là aussi. Salut Fred. Salut. Tu as fait ta rentrée tout à l'heure aussi. Oui. Je sais plus avec Edwige, avec qui à midi. À midi, dès midi. La nouvelle édition de Guillaume Paul. Guillaume Paul, oui. On va mettre un peu de tech aussi dedans. Et j'ai oublié le nom. On parlait d'une nouvelle... C'est quoi le nom ? C'est 60 minutes, non ? C'est 60 minutes, oui. Business, 60 minutes. Et on parlait justement du nouvel indice, un nouveau Nasdaq chinois, la Shenzhen, le Chinext. Bon. Après le Shanghai, là c'est à Shenzhen. Il s'est mis à la bourse, Fred. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on a Apple au plus haut à Wall Street et au plus haut, d'ailleurs tout court. C'est la première market cap mondiale. 2000 milliards, plus de 2000 milliards. Ça s'est fait donc au cœur de l'été, il y a 8-10 jours, même pas, la semaine dernière. Et maintenant, c'est la question qu'on vous pose ce soir. Damien, alors je sais que quasiment à chaque fois que tu viens, on parle d'Apple, ou au moins une fois sur deux, mais là, on ne peut pas passer à côté. Je veux dire, pour 4 août, il fallait qu'on marque le coup. Ils vont splitter l'action. Et on peut en parler une seconde avec, je te laisse d'ailleurs l'écouter avec nous, Camille Riwal, qui produit également d'ailleurs Tech & Co. Et on vous laisse réagir juste après, donc Fred et Damien. Donc Camille, on l'écoute sur ce split, une action, ça démarre ce soir, donc cette division par 4 de l'action Apple qui s'offre à nouveau plus haut ce lundi. On l'écoute. Divisées pour mieux séduire, les actions d'Apple seront fractionnées par 4 dès ce soir à la clôture de Wall Street. Elles vaudront ainsi chacune un peu plus de $100. Une manière de les rendre plus accessibles, notamment chez ceux que l'on appelle les Robinhood Traders, les nouveaux venus en bourse qui gèrent leur portefeuille depuis leur smartphone via des applications qui n'appliquent aucun frais sur les transactions. Pour les actionnaires d'Apple, en revanche, cette opération ne change rien dans les faits. Ils vont simplement recevoir 3 actions supplémentaires pour chaque titre détenu. Ce split intervient alors que le géant américain vient de dépasser les 2000 milliards de dollars de valorisation boursière. C'est plus que tout le CAC 40 réuni. Apple vaut désormais plus que Saudi Aramco et devient ainsi la première capitalisation mondiale. Oui, première market cap et des chiffres qui étaient bons en les trimestres. Franchement, en hausse à 2 chiffres du chiffre d'affaires. C'est complètement dingue. La crise glisse sur Apple. Là. Ouais, surtout qu'on en parlait sur ce plateau. Il y a quelques mois, on avait peur un petit peu avec la crise Covid. Tous les magasins fermés qui allaient freiner des ventes. On avait peur aussi de l'approvisionnement des produits. Rappelez-vous, c'était quand et des composants. C'est en février, je crois. C'était en février. En février, ils font un warning. D'ailleurs, moi je me rappelle, j'avais tweeté dans la minute, tiens, Apple fait un warning, ça va. Et donc demain, ça va être un bain de sang sur les marchés. Tu parles, pendant une demi-heure, ça a hésité, puis tout le monde est reparti à la hausse. Bon, c'était pas les mêmes valos. Après par la crise, mais oui. C'était pas les mêmes valos qu'aujourd'hui. Je crois que ça a doublé à peu près en 6 mois la valorisation d'Apple. Ouais, elle a fait 1500 milliards. Elle est retombée à 1000 au plus bas de la crise, là, mars-avril. Qui était mars-avril. Et elle a fait maintenant x2, donc 2000 milliards. Il y a 40 ans, ça valait 100 millions. Quand on en parlait il y a 6 mois, ça valait 1000 milliards. Aujourd'hui, ça vaut 2000 milliards. Bon, évidemment, ils ont présenté des bénéfices exceptionnels, une hausse des revenus. Ils ont également considérablement augmenté la part des services. Donc, ils se détachent aussi un petit peu de ces effets de bord liés aux ventes, liés au calendrier. Parce que en fonction des trimestres, les ventes ne sont pas les mêmes, en fonction des sorties des appareils. Mais quand c'est l'iPhone, ça reste quand même la moitié du CA. Bah ouais, mais maintenant ils font quand même 20% du service qui vient soutenir tout ça. Les services, c'est un abonnement qui reste stable. C'est pas du tout le même business model et ça vient conforter un petit peu Apple. Et après, c'est quoi ? Donc c'est de la musique, c'est la télé maintenant. Mais c'est Apple TV, Apple Music. C'est iCloud. C'est le cloud évidemment. C'est tout ce qu'il y a sur l'App Store dès qu'il y a une transaction. Les revenus, donc le péage, les 30%. Puis d'ailleurs, on a parlé de ces fameux 30%. Alors c'est marrant, ils pètent les records comme ça quand même au milieu d'un scandale. Ils ont banni de leur App Store Epic Games, qui est le jeu le plus joué au monde actuellement. Donc c'est vrai que ils n'ont pas du tout été freinés par ce scandale. On est quand même sur des valorisations que je trouve complètement stratosphériques. C'est assez dur à analyser parce qu'on est de l'ordre de 8-10 fois le chiffre d'affaires d'Apple. Donc c'est dur d'arriver à valoriser tout ça, mais en même temps les analystes du monde entier pendant très longtemps, on en parlait même souvent sur ce plateau, ont passé leur temps à dire que en fait Apple était quasiment sous-coté par rapport à la performance. C'est plus une boîte informatique maintenant, mais tu es sur des ratios de 30. Nous rappelait tout à l'heure Joël Pla, qui a été pendant quelques années le patron du retail en France, et on le retrouvera d'ailleurs tout à l'heure.
c'est donc 30-33, c'est quand même 4 fois moins cher qu'Amazon en termes de ratio, cours sur bénéfice. Bien sûr. Donc c'est pas fou. Après, les bénéfices sur Amazon, c'est pas forcément le truc à analyser entre Apple et Amazon. Après, le cours de bourse a aussi augmenté grâce au fameux split d'actions qu'ils ont fait, qui rend l'action Apple beaucoup plus abordable, de l'ordre de $100. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui investissent dans Apple qui sont en fait des aficionados de la marque, qui sont des nouveaux investisseurs boursiers qui veulent investir en fait dans les boîtes en lesquelles ils croient tout de suite. Et ils pensent à quoi? Ils pensent au téléphone qu'ils ont dans les mains tous les jours. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Justement, mais pas tellement d'actionnaires individuels. Non, mais on imagine que on pense à eux avec ce split et on imagine que ça va être dans le futur des investisseurs très importants. Lui, c'est un peu une obligation, c'est-à-dire que c'est la Fidelity, les gros fonds, Blackstone, etc., qui ont quelques pourcentages d'Apple. 2000 milliards, c'est le PIB de la France. Donc globalement, on peut pas se dire que c'est les petits porteurs américains de 18 ou 19 ans qui font des investissements via Robinhood sans taux d'intérêt, etc. C'est clairement pas ça, on parle du PIB de la France. C'est le PIB de la France, c'est la dette de la France, c'est plus que le CAC 40. Plus que la valeur du CAC 40. 110% du Non, ce qui est incroyable, c'est vrai qu'à un moment, alors on se focalisait souvent sur l'iPhone pour dire oh là là, l'innovation, puis justement en se focalisant sur l'iPhone, un jour on dit tiens, perte d'innovation, et puis justement ils jouaient sur la gamme des iPhones, voilà, alors qu'avant c'était un seul modèle, on a commencé à voir le 3, le 2, le 3, on les revendait moins cher et tout ça, on s'est dit tiens, voilà, ils cherchent un peu et puis ils cherchent un peu des relais, et puis on se rend compte que ces relais ils finissent par les trouver. On a vu arriver la montre, on s'est tous dit bon, c'est un gadget de plus. Non, la montre, ça commence à montrer tous les services dans la santé, et dans la santé les applis, mais derrière ils ont racheté un réseau de cliniques. C'est le plus gros vendeur de montres au monde. Oui, non mais c'est ça qui est dingue. On fait en 18 mois. Et derrière, il y a les applis de santé, ils ont racheté un réseau de cliniques, ils ont racheté des réseaux d'assurance, enfin, il y a tous les services qui vont aller autour. On voit aussi tout ce qui est divertissement. Bon, on a vu les services TV, on pense qu'ils vont continuer à aller dans ce domaine. On peut imaginer aussi qu'ils vont regarder tout ce qui est le citoyen connecté, quoi, dans sa santé, dans son bien-être, dans la domotique, dans tout ça. On va avoir des villes de plus en plus connectées, donc est-ce qu'ils vont aller chercher des choses dans l'écologie au sens large, mais au sens technologique du terme. Je pense aussi qu'ils vont aller un peu dans ce domaine. Les services, on l'a dit à l'instant. Et puis on disait aussi, tiens, il y a des marchés, ça marchera plus. La Chine, c'est fini, ils n'en veulent plus. Bah si, la Chine, il continue, le marché se maintient, c'est plutôt stable. Alors peut-être pas une progression si forte, mais ça se maintient. Donc c'est vrai que tout ça fait que les actionnaires ont assez confiance en Apple, que c'est vrai. On le dit, on estime que c'est une entreprise encore sous-cotée. C'est quand même assez incroyable. Après, derrière, il y a des risques dont on peut parler. En regardant la news, je suis quand même tombé sur un chiffre que j'ai trouvé complètement hallucinant. Il y a 1,5 milliard de produits Apple aujourd'hui quotidiennement utilisés dans le monde. En fait, c'est là en fait leur plateforme de service. C'est 1,5 milliard de devices qui vont consommer sur l'Apple Store, qui vont consommer du Apple Music, qui vont consommer en fait toutes les briques de service. Et tu l'as dit très bien il y a un instant. Qui voudraient être consommateurs d'Apple. Ouais, ou alors qui sont des bébés. Mais c'est autant que Facebook, sauf que Facebook, il les valorise pas aussi bien. Parce qu'ils n'arrivent pas à valoriser aussi bien tous les services qui vont avec. Tu l'as dit aussi bien. Il y a derrière des évolutions exceptionnelles à réaliser dans la santé, etc., qui vont être de nouvelles sources de revenus considérables pour Apple. Je pense que c'est ça qui rassure aussi énormément les investisseurs, c'est que c'est fiable, quoi. Il y a 1,5 milliard de gens qui sont des aficionados de la marque et qui n'ont aucunement envie d'en changer, en fait. Ça devient fort, en fait. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est les quelques risques que l'on commence à voir. On l'a dit tout à l'heure avec Epic Games. C'est une bataille politico-financière, parce qu'Epic Games, ça appartient à 40% à Tencent. Tencent, géant chinois, voilà, concurrent toujours de ces Américains. Mais quand même, on voit autour de l'App Store, on a commencé à voir des mouvements. Alors, chaque fois, c'est des petits mouvements. On s'est dit, ça y est, enfin, faut rappeler quand même que quand on achète quelque chose sur l'App Store, 30%, même si c'est pas Apple qui l'a développé, 30% va à Apple, quoi. Il y a toujours cette taxe-là. Et donc là, il y a donc Epic Games, Fortnite, éditeur de Fortnite, ne veut plus payer cette manne, donc ils ont été retirés de l'App Store. Et voilà, on sent quand même qu'il y a un peu tout ça. On entend aussi parler, il y a quand même une enquête, j'ai regardé, les enquêtes antitrust sur son système d'achat intégré, c'est fait par le ministère de la Justice, la Commission fédérale du commerce, le Congrès, donc ils sont vraiment en train de mener cette enquête antitrust. On a vu Spotify aussi, qui s'était rebellé contre la partie Apple Music, on a vu Rakuten aussi, donc on a un peu tout ça. Alors certes, il y a un écosystème. Des petits cailloux dans la chaussure. Ouais, mais c'est des petits cailloux qui
quelque part, voilà, ça peut devenir une plus grosse pierre. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, on l'a dit, c'est l'innovation. Il va falloir que vraiment Apple, alors là, Tim Cook donne de bons signes, il montre qu'ils réinvestissent en R&D, qu'ils repartent à l'assaut de la R&D. Alors peut-être qu'il était un peu craintif sur il y a 2 ans, sur les années à venir, parce qu'il voyait la Chine qui ne décollait pas. La R&D, c'est quand même mieux que les rachats d'actions. Et la R&D, donc il a relancé, il a peut-être un peu pas freiner ralenti la R&D pendant 2-3 ans. Les acquisitions, ce serait bien aussi. Hein. Les acquisitions, et puis souvent il y a des acquisitions ciblées, très discrètes. Là, ils en ont 50 millions. Là, ils en ont fait une dans la réalité augmentée. Mais voilà, je pense qu'ils avaient un peu ralenti l'investissement R&D parce que Tim Cook était assez prudent, hein, malgré tout, c'est un bon gestionnaire. Et il voyait un peu le marché chinois qui décollait pas aussi vite. Il se disait, oh là, si l'iPhone, on a les Chinois qui arrivent, les Xiaomi et Samsung qui se bat, et si on perd un peu, faut qu'on ait quand même notre matelas. Là, il voit que c'est encore possible. Et puis, à la 5G, qu'est-ce qui va se passer avec la 5G, quoi? Qu'est-ce que les nouveaux services qui vont être adoptés? Là aussi, il va falloir qu'Apple garde sa position dominante parce que la 5G, alors certes, on a certains qui ne pensent qu'à regarder des vidéos dans les ascenseurs, mais la 5G, c'est surtout pour tout le monde ultra connecté, la santé à distance, le transport intelligent, enfin, tout ce qu'on va pouvoir avoir, une logistique plus intelligente, et là-dessus, il y a certainement encore des relais de croissance possibles. Tu fais allusion à qui là quand tu parles de regarder dans l'ascenseur? C'est les maires écolos là, de Besançon notamment. Oui, voilà, Non mais c'est incroyable. Enfin, sur la 5G, on pourra en redébattre, mais c'est tellement aberrant tout ce qu'on a entendu cet été que. Fred, tu gardes la parole une minute là pour nous parler du géant britannique Tesco là qui veut créer 16 000 emplois, c'est ça? 16 000 emplois. Ouais. Alors Tesco, c'est du genre le Auchan. Alors je sais pas si c'est le même. Chez nous c'est Auchan, chez eux c'est Tesco, donc géant du commerce, et qui pendant la pandémie a bien vu que le commerce en ligne démarrait. Ils avaient embauché près de 50 000 intérimaires pour préparer les commandes parce qu'il fallait être le plus présent, et puis ils se rendent compte qu'en sortie de confinement, les Anglais, ils continuent à acheter en ligne, et ça y est, le pli est pris. Donc ils vont embaucher 16 000 personnes, et vraiment CDI, là, alors, 10 000 pour la préparation de commandes, 3 000 pour les livrets, puis derrière des gens pour refaire le site, le design, travailler sur les datas. Donc on voit un signe, quelqu'un qui est en train de bouger assez vite sur ce domaine, on ne connaît pas le solde net, on ne sait pas combien ils vont peut-être en supprimer dans leur magasin en dur. Mais c'est vrai que c'est rassurant de se dire que le e-commerce, c'est pas virtuel. C'est pas 800 personnes, c'est 16 000. Quoi. Et ça veut bien dire, alors c'est des petits, entre guillemets, des emplois à faible valeur ajoutée, préparateur de commandes, des livreurs. Mais bon, ça fait quand même, ça fait vivre. Il n'y a qu'en France que les marques de distribution ne se sont pas réinventées vraiment dans le numérique. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'aux États-Unis, toutes les grandes enseignes de distribution, Walmart le premier, cartonne aux États-Unis, alors que les États-Unis, c'est quand même le marché premier et natif d'Amazon, où ils sont extrêmement puissants. Ils ont quasiment 50% du e-commerce aux États-Unis, Amazon. Et malgré ça, Walmart est une belle marque qui continue, qui existe à travers un modèle de distribution plus un modèle de marketplace qui cartonne. Il y a plein d'autres enseignes, type Target, etc., qui se sont super bien réinventées. C'est-à-dire qu'on se bouge pas quand même. On investit, tu parles d'Auchan, il y en a d'autres, Decathlon. Alors c'est pas toujours sur le e-commerce, mais il y a de l'innovation quand même. Honnêtement, c'est les expériences de commande, tu vois, sur un Auchan ou un Carrefour, malheureusement, par rapport à ce qu'on a aux États-Unis, Walmart et compagnie, et probablement Tesco. Honnêtement, on n'y est probablement pas encore. Je t'interromps, pardon Damien, mais va demander à quelqu'un à qui tu as l'habitude de commander et de te livrer chez toi, dis-lui, dans les 2 heures, c'est pas chez moi que je vais être livré, mais je suis chez un copain, je préfère être livré chez lui parce qu'ensuite on part en vacances ensemble, on va remplir le coffre de sa voiture ou de me livrer au bureau. C'est une autre paire de manches, alors que oui, on voit là-bas, c'est dans l'heure, on peut changer il y a une souplesse beaucoup plus forte, et je pense que c'est ce que Tesco cherche aussi à avoir. C'est bien d'avoir davantage de clients, mais c'est d'être souple et pouvoir répondre beaucoup plus vite aux clients. Alors ça aura un coût, tout ça, ça aura un coût. Faut voir la partie des gens est-ce que les métiers supprimés au sein des magasins physiques et tout ça, et puis investir, c'est quand même 16 000 personnes, c'est la plateforme, c'est tout ça, mais voilà, en tout cas ils ont appris de la pandémie et ils poursuivent le britannique Tesco.
Courte pause, 21h15. Dans un instant, on revient sur Dataiku. Cette pépite, peut-on d'ailleurs la qualifier de française, qui lève 100 millions de dollars. Oui, est-ce que c'est encore de la French Tech? Et puis TikTok, l'application chinoise qui, oui, vous savez, a des ennuis, là, notamment aux US, avec ce décret signé par Donald Trump, là, au cœur de l'été. C'était vers la mi-août. En gros, on leur donne 3 mois pour régler leurs affaires aux US. Sinon, ce sera interdiction pure et simple. Et si c'était, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui avait soufflé ça à l'oreille de Trump il y a déjà plusieurs mois de cela, en disant c'est une menace, ça serait bien de les interdire, vous feriez une bonne chose, monsieur le président. On en parle dans un instant. Courte. Tech & Co, le débrief de la tech. Avec nos experts, effectivement, ce soir, Damien Morin, Mobile Club et Fred Simotel. Alors, Dataiku, là, on commence peut-être avec notre pépite. 100 millions de dollars pour aider les entreprises là, à comprendre, à traiter, à raffiner leur data. Ils sont nés en France, mais ils sont quand même aujourd'hui de statut américain, juridiquement, j'ai envie de dire. Écoutons là-dessus non pas le fondateur, mais il les a rejoints 2 ans après la création. Romain Fouache, c'est le directeur des revenus et des opérations de Dataiku. Cette pépite B2B, orienté donc vers les entreprises. Et puis vous commenterez juste après. C'est un pari qui en soi est complètement fou. C'est-à-dire que normalement, quand on lance un logiciel, on trouve un problème spécifique auquel les gens sont exposés et on fournit une solution à ce problème. Dataiku, la vision a été, avec la donnée, avec l'IA, ce qui est nécessaire, c'est de permettre une transformation globale de la manière dont la société opère. Donc trouver juste une micro-solution, c'est créer des silos complémentaires. Et ce qu'il faut, c'est un produit qui soit capable de faire l'ensemble. C'est un peu fou, on a été les seuls à partir là-dessus. Et aujourd'hui, on voit que le marché tente à nous valider, puisque les entreprises qui ont utilisé Dataiku et qui ont su tirer parti de Dataiku dans leur transformation par la donnée et par l'IA, ont su développer une agilité et une résilience qui, notamment ces derniers mois, leur a apporté énormément. Incroyable, ça vaut... la valo n'a pas changé avec ce nouveau tour de table. Il reste sur 1,5 milliard de dollars. Ouais, c'est quand même formidable, Damien. Oui, c'est génial. C'est une très belle success story française. En l'occurrence, c'est pas parce que la boîte a flippé aux États-Unis, c'est comme ça qu'on dit, quand une boîte passe aux américaines, la holding passe américaine, on dit flipper. Je pense que c'est pas forcément important de dire que c'est une boîte qui n'est plus française. Ça reste des fondements français, les fondateurs sont français, et puis les investisseurs et les clients, c'est normal qu'ils viennent de partout dans le monde, et c'est normal aussi qu'ils aillent particulièrement aux États-Unis où c'est là que sont leurs clients, les investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans ce type de boîte. Donc pour moi, ça reste une super success story française, et je suis très content d'entendre ces news. C'est un peu notre Palantir français. Donc c'est une boîte qui œuvre dans l'intelligence artificielle, qui construit des algos de recherche. Ils ont que 300 clients pour le moment. C'est ce qu'ils ont annoncé, avec des clients qui viennent de partout dans le monde. On compte General Electric, etc. Donc, ce qui est rien, 300 clients. Enfin, on reçoit des boîtes qui ont des valos 10 fois inférieurs, avec parfois des milliers de clients. Ouais, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'ils s'occupent bien d'eux et qu'ils prennent le temps. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit une valo qui soit très justifiée par le chiffre d'affaires aujourd'hui. Je pense que c'est une valo qui est surtout justifiée par la technologie qui est derrière, parce que ça peut représenter demain. Je pense que les 300 clients, je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce sont des bêta-testeurs pour une boîte qui est valo 1,5 milliard. Mais en tout cas, je pense que c'est ça l'idée. Et en tout cas, on sait que c'est des marchés qui sont très porteurs, avec des usages qui vont être énormes dans le futur. Et c'est très bien d'avoir une boîte française qui œuvre là-dedans. Rappelons-nous qu'on avait réussi un peu à calculer leur valorisation, parce qu'ils avaient revendu une part de leur capital au fond, Google. Une valorisation, c'est soit quelqu'un a acheté des actions nouvelles lors d'une augmentation de capital, soit une cession de titres. Mais c'était pas n'importe qui, c'était pas un autre fonds d'investissement, c'était le fonds d'investissement de Google qui avait déjà investi. Et c'est vrai que toute cette équipe là, Florent Douetto, le fondateur, enfin toute cette bande, ils sont nés ils avaient démarré dans les moteurs de recherche. Le nom m'échappe, mais il y a un moteur de recherche qui avait été racheté par Dassault Systèmes à l'époque, il y a un moment. Et donc ils ont vraiment un cheminement à travers Exalid, exactement, c'est ça. Et ouais, bien joué. Avec un E, pas avec un H. Et ils ont vraiment eu cette maturité de travail. Alors, c'est tous des cerveaux, des bons mathématiciens, etc. 4-5 ans, frère. Ouais, et puis de mener ça dans la data. Et puis surtout, leur petit plus, c'est nous trois, on n'est pas experts dans la data, et on va avoir un outil qu'on va pouvoir utiliser avec des formes graphiques, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est leur intelligence, c'est de ne pas avoir tenez, on donne l'outil à l'entreprise et puis
débrouillez-vous à vos informaticiens de rendre ça un peu crédible, de faire des interfaces. Non, c'est un outil. On peut filer ça à un financier, on peut filer ça à un logisticien, on peut filer ça. Une fois que les données sont bien paramétrées, il peut utiliser l'outil, faire des simulations, faire ses prévisions, faire tout un tas de choses, ses statistiques. Et donc c'est ça aussi l'intelligence de Dataiku. Et puis leur intelligence aussi, c'est d'avoir su se développer aussi tranquillement à l'international. Ils ont des bureaux un peu partout à travers le monde. Et donc, voilà, donc Cocorico, il faut soutenir, faut voir, tu prenais l'exemple d'une boîte française, enfin comment dire, il faudrait aussi que les grosses boîtes françaises, j'espère que dans leurs clients, ils ont des grandes boîtes françaises, parce que là aussi, c'est ça qui fait participer aussi à monter un peu ces boîtes-là. Et voilà, maintenant, il faut attendre l'IPO si on parle d'un point de vue purement financier, et puis la barre des 500 clients si on veut parler d'un point de vue plus commercial. Puis la barre des demi-milliards de valo, pourquoi pas. Ouais. Alors là, le problème, c'est qu'il faut faire quelques émissions de Tech & Co quand même avant qu'on la voie cette barre. TikTok, qui dépose plainte, là pour le coup, c'est bien plus tangible contre le gouvernement américain. Alors on savait que c'était dans le pipe, là ça a été fait officiellement donc ce 24 août. Ils sont toujours en profond désaccord, en tout cas c'est ce qu'ils disent avec la position de Donald Trump, de l'administration américaine, selon laquelle donc l'entreprise TikTok représente, Damien, je te regarde, une menace pour la sécurité nationale. Est-ce que tu trouves ça crédible d'ailleurs? Ils ont dit, voilà, nous on a pris toutes les mesures, des mesures qu'ils qualifient d'extraordinaires pour protéger confidentialité, sécurité des données des utilisateurs américains de TikTok. Je ne sais pas juger très précisément le dossier, mais c'est vrai que parmi les actionnaires de TikTok, il y a Tencent. Ça reste c'est pas une démocratie, la Chine. Voilà, ça reste un pays un peu spécial dans lequel le gouvernement peut se saisir d'à peu près n'importe quoi, dont des données des utilisateurs et donc des utilisateurs américains. Je pense que c'est un conflit au-delà d'être un conflit tech. Je pense que c'est un conflit géopolitique à taille un petit peu plus importante. On a parlé des infrastructures 5G. Huawei. Il y a eu pendant le coronavirus Trump qui disait que c'était le virus de Chine. Après, il y a là plus récemment, c'est un sujet moins heureux, mais Trump c'est un peu le seul à s'élever contre la persécution des Ouïghours. Donc voilà, c'est le seul à vraiment tenir tête contre la Chine sur absolument tous les sujets. Et puis maintenant il y a TikTok. Moi je le trouve assez courageux. On critique beaucoup Trump, etc. Mais je le trouve assez courageux en tant que leader d'être à peu près le seul à s'élever comme ça contre la Chine, à savoir il fait quand même exactement la même chose que la Chine fait pour les États-Unis. Facebook est complètement interdit aux États-Unis depuis maintenant 2012, quelque chose comme ça. Google également. Toutes les autres applis sociales ou de messagerie sont complètement interdites en Chine. Même WhatsApp, ça ne fonctionne pas en Chine. Il faut un VPN pour pouvoir y accéder, etc., etc. À un moment donné, d'être Donald Trump et d'avoir un pouvoir d'un leader comme ça, je peux comprendre que dans le cadre d'un conflit géopolitique, on rende un peu la monnaie de la pièce de la Chine quand on est une puissance aussi importante. Donc au nom de, ok, c'est un pays ultra-libéral, c'est pas comme la Chine, mais bon, à un moment donné, on est aussi dans une guerre économique et géopolitique, et je comprends sa position en tant que leader. Après c'est sa position un peu aussi avec son Make America Great Again. Là, Apple, ça répond parfaitement à ce truc-là. Mais justement, dans les moteurs de recherche, Google domine le monde, on a Facebook dans les réseaux sociaux, et là, tout d'un coup, on avait beau parler d'Alibaba. Alibaba, ça reste un géant du e-commerce, mais vous voyez, qui d'entre nous est déjà allé sur Alibaba? Personne, on est plutôt allé sur Amazon. Si, moi, on n'y va pas aussi souvent que sur Amazon, et à travers le monde, c'est la même chose. Google donc pour la première fois, on avait une manière, très concrète. On avait un Chinois, WeChat, tout le monde en a parlé. En Occident. WeChat, alors on peut payer avec WeChat et tout ça. Oui, en Chine, ça restait en Chine. Et là, c'est la première fois qu'on a une application chinoise. Alors, ça a été fait pour nous, ça n'existe pas en Chine. TikTok. Ils ont l'équivalent, mais qui est sorti, donc on sent. Alors, oui. Je veux dire, TikTok, ça a été pensé pour l'Occident. Je suis d'accord avec le côté un peu primaire de Trump qui dit ils nous font ça, moi je tends pas l'autre joue, moi je redonne une claque. Après il y a un aspect aussi concurrence. Il faut voir quand même que TikTok est pas très net. Il y a quand même plusieurs CNIL, dont la France, qui se poursuivent, qui sont en train d'enquêter entre guillemets sur TikTok. Il y avait quelqu'un qui voulait retirer une vidéo en France de TikTok, il a eu un mal fou, donc ils se sont rendus compte qu'ils respectaient pas totalement les RGPD, plusieurs choses autour
des droits. C'est une application qui était bannie en Inde aussi, il faut le savoir. On a la CNIL danoise aussi, et puis je crois qu'il y a une autre CNIL dans un des pays du Nord qui est en train d'enquêter là-dessus. Donc on voit quand même qu'il y a quelques... on peut avoir quelques rangs. Il ne faut pas forcément bannir Trump, se mettre contre Trump parce qu'il veut interdire une application, etc. Il y a quand même les CNIL qui se rebellent. Et puis derrière, oui, il y a cette domination américaine qui tout d'un coup voit quelqu'un qui vient un peu interférer dans tout ça. On voit dans le cas de Donald Trump, il faut se rappeler que lorsqu'il avait fait sa grande convention, une convention il y a quelques mois, c'était des jeunes qui sur TikTok avaient dit oui, il y aura trop de monde, n'y allez pas, le ticket, machin. Ils avaient un peu joué. C'est les TikTokers qui ont un peu. Voilà, donc il leur en veut un peu aussi. Trump, il faut le rappeler quand même, a publié, parce que pour ceux qui n'ont pas tout suivi au cœur de l'été, là, donc ce 14 août, un décret qui donne 90 jours à ByteDance, donc le chinois qui opère, qui est la maison mère de TikTok, pour ses activités aux US, sous peine donc de les interdire. Et la presse américaine donc enquête, et le Wall Street Journal là aujourd'hui nous dit en cette fin du mois que ce serait peut-être même Zuckerberg lui-même, le patron de Facebook, qui aurait soufflé comme ça à l'oreille de Trump en disant tiens, je suis inquiet moi. Alors certes oui, ça fonctionne, ok, mais c'est pas qu'une question de part de marché, c'est que voilà, il y a un truc bizarre avec cette app chinoise. Vous devriez vous aussi vous en préoccuper là. Bon, c'est une évidence. Il y a quasiment un an, automne 2019. Est-ce que c'est vraiment Mark Zuckerberg qui en a fait part à Trump de manière aussi claire, et est-ce que Mark Zuckerberg a eu une influence justement dans ce dossier-là? C'est peut-être pas aussi évident. En tout cas, le simple fait d'exister en tant que Facebook sur le marché américain et d'être dérangé par un autre réseau social chinois donne une influence évidemment dans ce type de décision. Donald Trump, dans ce type de décision, il a clairement une position protectionniste qui d'ailleurs correspond tout à fait parfaitement avec sa ligne politique et avec son parti. Et avec son programme. Et avec son programme. Et donc, il est protectionniste par rapport aux autres géants du web et du numérique qui œuvrent dans le même secteur. Et donc, de Facebook. Donc, évidemment que c'est Zuckerberg, c'est un peu de dire attendez, vous êtes toujours en train de me râler dessus, mais regardez un peu ce qu'ils font eux, voilà, histoire de un peu déporter l'attention, que ce soit pas ça, parce que je pense que c'est pas ça qui fait que le Congrès américain ne va plus regarder Facebook. Mais voilà, c'est une façon de dire écoutez, regardez un peu ce qui se passe aussi. C'est habile de parler comme ça à Trump. C'est-à-dire, Trump, ça, il entend. Il dit attention, vous me cherchez des pouces dans la tête. J'ai sûrement des choses à balayer devant ma porte, mais attention. Vous qui n'aimez pas les Chinois, vous savez que en frontal, là, vis-à-vis d'Instagram, WhatsApp, etc., moi j'ai un truc qui s'appelle TikTok. Et c'est pas très très clair. Et bien sûr que ça gêne. Donc en France, il y a 11 millions d'utilisateurs actifs. C'est complètement incroyable. C'est un truc qui n'existait pas il y a 2 ans. Instagram, ils ont créé une version un peu TikTok-like qui s'appelle Réel. Donc qui est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur une bande-son, on vient tous créer sa propre vidéo sur la même bande-son. Et puis après, ça s'archive comme ça. On peut voir la créativité de chacun sur une bande-son donnée. Oui, ils ont complètement copié, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec Snap. Quand ils ont fait le format story 10 secondes. Donc bien sûr que ça gêne, évidemment. Nous d'ailleurs, moi j'ai été rapproché par l'équipe de TikTok France, ils sont une dizaine là maintenant, ils commencent à vendre un peu de la pub, des achats médias sur la plateforleforme. Donc ils annoncent 11 millions. Parce qu'on leur court après depuis 6 mois, donc toujours pas de country manager en France. On va bien trouver un porte-parole quand même qui va venir. Avec plaisir, je te fais une intro. Avec plaisir. Donc ils annoncent 11 millions d'utilisateurs et quand même 67% d'utilisateurs qui ont plus de 18 ans. Donc c'est pas non plus une app que pour les enfants. Oui, parce que c'était un des reproches que l'on fait souvent à TikTok, c'est ils prennent pas assez de mesures contre l'usage par les mineurs contre l'usage des mineurs que les mineurs pourraient faire de cette application. Et effectivement, j'ai vu ça aussi. Il y a 6 ou 7 utilisateurs sur 10 qui sont quand même au-dessus de 18 ans, donc. Ils t'ont contacté pourquoi toi alors? Pour faire de l'achat média sur la plateforme. On est en train de regarder. On a commencé nous un peu de pub sur Snapchat et c'est vrai que ça fonctionne super bien parce que tous ces nouvelles plateformes en fait ils offrent des performances marketing bien supérieures à des réseaux un peu plus anciens comme maintenant Facebook et Instagram qui sont des régies on peut dire anciennes maintenant. Donc c'est un peu le nouveau jeu. Facebook quand ils ont lancé leur régie publicitaire, les performances étaient exceptionnelles. Évidemment, elles se sont taries sur les 5 années. Il y a même des boîtes, des succès français e-commerce qui se sont complètement construits sur le lancement de ces régies publicitaires-là. Donc évidemment, TikTok, c'est à regarder aussi parce que c'est une nouvelle régie, etc. etc.
Merci Damien pour ce témoignage. À très vite. Damien Morin donc avec nous ce soir et Fred Simotel d'avoir été avec nous pour commenter cette première actu très très dense sur cette fin d'été, TikTok, Facebook, Tesco ou Dataiku avec cette levée de 100 millions de dollars. On va en parler dans un instant. Il sera 21h30. Courte pause. On est là jusqu'à la clôture de Wall Street.